J'ai eu un cancer osseux qui est en fait la même maladie, le même type de cancer que Terry Fox a eu. Cette maladie-là, cet ensemble d'expériences-là que j'ai eues m'a formé puis créé la personne que je suis aujourd'hui. Puis moi, je me considère comme une personne choyée, raisonnable et capable d'apprécier ce qu'elle a. Je veux dire ça de même. Moi, je pense que la plus belle valeur que nos parents nous ont transmise, en tout cas à moi, c'est apprécier ce que j'ai. Ça provient tout de là. Maturer beaucoup plus vite. Puis j'en suis vraiment, je sais pas comment dire ça, j'en suis vraiment aujourd'hui, je suis content d'être passé par là. Je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si je n'étais pas passé par là. Puis y a-tu quelque chose qui peut rendre les gens plus heureux dans la vie qu'apprécier ce qu'ils ont? Ce que j'ai, là, je l'apprécie, puis c'est ça, moi, qui me rend heureux. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je peux pas demander de plus. Fait que puis ça, c'est grâce à ce cheminement-là. Fait que moi, je changerais rien de mon bout de jeunesse. Bienvenue au 24e épisode de La Quarantaine, une série balado de 40 conversations avec des personnes de 40 à 49 ans qui se racontent. On prend le temps de se parler pour mieux se comprendre. Mon nom est Brigitte Gemme et j'adore faire parler les autres. Ce projet, c'est ma manière de donner du sens à ce milieu de vie où on continue de grandir et où on peut encore se redéfinir. Je suis très émue de vous présenter aujourd'hui la personne la plus équilibrée et sage que je connais, mon grand frère Robin Gemme. Mon frère a démarré sa première business très très jeune et il continue aujourd'hui sa carrière d'entrepreneur. Comme bien des petits gars de notre génération, Robin aimait faire du bicycle à pédale avec ses amis. Toutefois, vers l'âge de 10 ans, il a été atteint d'un cancer des os qui l'ont forcé à remplacer ses sorties à vélo par des courses de chaises roulantes à l'hôpital. Cette épreuve a changé sa vie, mais peut-être pas comme on s'y attendrait. Au fil de la conversation, nous explorons l'héritage transmis par nos parents des enfants de familles très nombreuses du baby-boom rural québécois. Robin partage son parcours scolaire qui détonnait de celui de ses camarades de classe et il me parle de l'urgence qu'il avait ressentie de commencer sa vraie vie. Il parle avec candeur des ruptures qui ont marqué son cheminement et de l'impact des changements du marché du travail sur ses choix personnels. Je suis sûre que cette conversation vous touchera aussi. Merci de partager ce moment avec nous. C'est un épisode spécial. Aujourd'hui, j'accueille mon frère, Robin Gemme. Bonjour, Robin. Bonjour, ma sœur. Comment vas-tu? Ça va bien. Merci d'être avec moi. Merci de prendre le temps. Tu es un homme très occupé. Tu vas me dire que non, mais moi, je sais que oui. Puis, c'est le fun de se parler. Ça donne un contexte complètement différent de faire ça de nos conversations habituelles. Et moi, je sais ton âge, mais il faut que tu le déclares officiellement pour l'auditoire. Quel âge as-tu? À chaque fois, il faut que je prenne la réflexion de réfléchir. Je suis né en 44, donc cette année, je vais avoir 49 ans. 44, ça serait ton père. 74, m'excuse, c'est mon père qui est effectivement né en 44. Mais je suis né parce que papa disait ça tout le temps. À chaque fois qu'on demandait sa fête, il réfléchissait à son année de naissance, puis j'ai le même réflexe. Donc cette année, je vais avoir 49 ans au mois de mai. OK. On n'y est pas encore tout à fait. Tu as encore presque 15 mois dans la quarantaine. On en profite. Exact. Alors, la première question que je te pose, je m'excuse, je réalise que ce n'était pas sur la liste que je t'ai envoyée, mais c'est une question pour mettre la table un peu, pour donner une idée des différents chapeaux que tu portes. À quoi ça ressemble une journée typique dans ta vie, dans ton présent aujourd'hui? Tantôt, tu as dit que j'étais une personne très occupée, puis tu as dit que je te dirais que c'est pas vrai, parce qu'effectivement, c'est pas vrai. Moi, quand quelqu'un demande as-tu le temps de faire ça ou peux-tu faire ça si tu as le temps, ma réponse est toujours on a toutes 24 heures dans une journée, fait qu'on fait juste choisir ce qu'on fait avec. Mais moi, j'ai la chance maintenant de choisir ce que je fais d'heure en heure dans une journée. Fait que ma journée d'aujourd'hui, elle va sûrement être différente de demain. Il y a une partie, moi, je me trouve un travailleur autonome. J'ai pas d'employeur à part moi-même. Ça me donne l'occasion de faire plein de choses. J'ai plusieurs chapeaux, mais en gros, je m'occupe de mon entreprise. On a une entreprise on pourrait dire une gestion d'un immeuble, un travail que je vends des logiciels à des ateliers de mécanique, mais tout ça se fait
tout seul, j'ai pas d'employé. Puis il y a une partie qui est s'occuper de ma maison et de ma famille et de ma blonde et de nos choses comme ça. Là. Fait que je peux très bien une journée pas travailler beaucoup professionnellement, mais aller donner un coup de main à ma mère qui va déménager ou à ma blonde qui doit aller faire un exercice de physiothérapie, quoi que ce soit. Fait que, donc, une journée, c'est toujours une surprise, c'est jamais pareil. Puis je trouve que c'est une chance que j'ai. Fait que c'est pour ça que je dis que je suis pas trop occupé. Mettons, je sais pas si ça répond à ta question de à quoi ressemble une de mes journées, mais c'est ça, c'est dynamique à chaque fois. Là. C'est un peu comme semi-retraité. D'une certaine J'aimerais façon. dire ça. Puis aussi, c'est quelque chose que je dis à chaque fois. La retraite, c'est juste de choisir qu'est-ce qu'on va faire. Mais normalement, tu devrais moins travailler à ta retraite, alors que là, mon travail occupe quand même une bonne quantité d'heures. Mais oui, je vais me déclarer semi-retraité à cause que je choisis vraiment, par chance incroyable de la vie, ce que je peux faire toutes les heures. Un grand bonheur. Parle-moi un peu de ton milieu de vie, comme tu te lèves le matin, t'es où, tu fais quoi? Nous, je dis nous parce que je reste avec ma conjointe, Nadine, puis on reste en campagne à Saint-Amable, la ville où on a grandi, je veux dire, toute notre jeunesse, ou je sais pas comment est-ce qu'on dit ça. Quand je dis campagne, c'est une petite ville de 15 000 habitants. Fait que, on a une maison là avec un grand terrain, avec un chien puis un oiseau. On n'est pas la ville, on est de la campagne. Fait que donc, il n'y a pas de bruit, c'est quand même très tranquille. On reste quand même avec des voisins dans un quartier très résidentiel, là, mais c'est quand même relativement des grands terrains pour, je pense, la moyenne canadienne, on va dire ça comme ça. Mais c'est ça. Fait que donc, c'est comme ça qu'on est. Nous, on se lève dans une petite ville tranquille, puisqu'il n'y a pas beaucoup de bruit, puis pas trop d'action. Hein. Fait que c'est ça notre milieu de vie. Puis on a une maison que je veux dire qu'on a acheté il y a 17-18 ans, qu'on l'a pris parce qu'on cherchait quelque chose, puis c'était difficile à trouver, puis on a dit, bon, on va prendre celle-là, on l'adore, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une grande maison pour 2 personnes tout seules avec un chien et un oiseau, mettons. Fait que c'est pas... on est chanceux, mais on a trop de place. Fait qu'on c'est ça. Puis, qu'est-ce que c'est la partie plus travail que tu fais? Genre, c'est quoi mon métier officiel, mettons, là? OK. Fait que donc, Qu'est-ce que tu fais comme job, genre? Ou c'est comme quoi job. Ouais, OK. c'est quoi ton entreprise? OK. Bon. Fait que, mettons, si on va même historiquement, moi, j'ai jamais vraiment ou très rarement travaillé pour quelqu'un d'autre. Ma première job, c'était à 8 ans. J'allais casser du blé d'Inde dans le champ, puis du maïs pour manger. Là. Puis là, mon père venait me reconduire sur un autre coin de rue, puis là, j'allais vendre mon maïs que j'avais cassé. Fait que j'ai toujours été, je pense, un entrepreneur. Fait que j'ai eu différents genres d'entreprises, mais aujourd'hui, ce qui prend le plus de mon temps, je vais dire, c'est une compagnie qui vend un logiciel à des ateliers de mécanique. J'ai eu dans mon parcours un atelier de mécanique pendant une quinzaine d'années. J'ai eu entre 2 et 6 mécaniciens qui travaillaient en même temps avec 2-3 personnes au comptoir. Puis, ça m'a permis de trouver des défis que les personnes au comptoir avaient pour offrir les bons services à leurs clients. Fait que j'ai développé une application que je vends à d'autres ateliers de mécanique. Fait que ça, c'est une partie. Puis, cette application-là, c'est vraiment nono et pas sexy, là, mais ça finit par faire un petit collant de changement d'huile qui est posé dans les pare-brises d'auto pour rappeler aux gens d'aller faire leur entretien. Fait que donc, j'ai une partie que je vends à ce logiciel-là, mais tous mes clients utilisent mon imprimante et mes étiquettes de changement d'huile. Donc, je fais de l'expédition de environ 1,5 million de stickers à l'huile par année, en gros. Fait que c'est pas sexy comme job. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je vends des stickers à l'huile, mais en gros, c'est ça la grosse partie de ma journée. Fait que c'est ces clients-là que je m'occupe tout seul. J'ai environ 1000 ateliers qui utilisent mon système puis mes étiquettes. Fait que c'est sûr que ça génère un certain volume d'appels, mais je me plais souvent à dire, je sauve pas des vies, je vends des stickers à l'huile. Fait que si quelqu'un m'appelle un matin à 9 h parce que son imprimante n'imprime pas son étiquette de changement d'huile, ben il n'y a jamais personne qui va fou avec ça. Fait que donc, une partie de ma job, c'est m'occuper de ça, le logiciel, le support, les clients qui ont besoin de ça. Fait que c'est ça
je veux dire, 80% de mon travail, ça. Puis aussi, c'est ça, on a des immeubles dans un parc industriel qu'on loue des locaux à des différents genres d'entreprises. Fait que ça génère toujours, de temps en temps, un robinet à déchanger ou une porte qui rouvre pas ou quelqu'un qui a oublié ses clés ou des choses. Fait qu'il y a quand même une partie concierge que je veux dire que je dois aussi m'occuper. Mais c'est ça. J'ai eu la chance de me faire transmettre des valeurs, pas des valeurs, des outils de débrouillardise. Fait que je peux mettre plusieurs chapeaux dans mes journées, autant de vendeur, d'étiquette de changement d'huile ou de plombier ou d'électricien ou de tout ça. Fait que ma vie, c'est pas mal ça. Mais ma vie professionnelle, on va dire, c'est ça. C'est vraiment archi varié, puis j'aime ça. En général, moi, je dis bouche-trou. Tu vois, quand qu'est-ce que tu fais dans la vie, ça m'arrive occasionnellement de répondre bouche-trou, mais c'est pas négatif. Moi, je suis quand même assez fier d'être capable de boucher tous les trous. Il faut que quelqu'un le fasse. Moi, j'aime ça. Il faut. Le truc des petits collants, moi, j'aimerais ça que notre atelier de mécanique utilise tes collants parce que les mécaniciens écrivent toujours tout croche. C'est bien frustrant. Alors, je suis contente que quelqu'un le fasse correctement. Quand je vends mes choses, quand je parle à un client pour une première fois, c'est facile pour moi, ayant passé par là, de dire « Je sais que ton mécanicien écrit mal avec le premier crayon qu'il trouve sur le coin du coffre, puis il laisse ses traces de doigts sales dans le pare-brise des clients. » Quand tu vends un produit qui a été fabriqué par un utilisateur, c'est une bonne... ça facilite la chose. Mais j'ai plusieurs clients à Vancouver, je vais juste te dire où ils sont, tu iras les voir maintenant. Effectivement, c'est vrai. OK. Merci pour le tour d'horizon. Attends, on va juste parler du fait aussi que vous n'avez pas d'enfant, mais vous avez un vraiment gros chien, puis un oiseau, qui prennent pas mal de place dans votre vie aussi. Je pense que tu as toujours eu des animaux, il me semble, depuis... Oui. Je pense que je me souviens pas d'avoir été une période sans chien, effectivement. Moi, j'aime ça arriver à la maison, puis il y a quelqu'un qui m'accueille, pas parce que ma blonde ne m'accueille pas, mais puis pas qu'un enfant ne pourrait pas le faire non plus, mais un chien, c'est quelqu'un qui dépend à vie de ses parents, finalement. Puis j'ai toujours bien aimé les relations avec nos animaux. Là. T'assurer que ton chien est pas mal plus content de te voir qu'un enfant serait content au jour le jour. Ça fait... ils sont plus enthousiastes, en tout cas, c'est sûr. Puis c'est ça. Fait que là, effectivement, on en a toujours eu un, mais on se questionne si il va y en avoir un autre. Notre Wendy a vieilli, puis on a décidé de changer pour un oiseau. Fait que là, récemment, il y a 2 ans, on a eu un oiseau qui est embarqué dans notre vie aussi, puis en me disant dans ma tête, ça va être tellement moins de problèmes qu'un chien, et c'est complètement faux. En tout cas, on ne se lancera pas dans cette discussion-là, mais en gros, ma famille à moi, c'est ça. C'est en dehors de ma blonde, c'est mon chien et mon oiseau qui prennent effectivement beaucoup de temps, parce que c'est ça, on a eu des animaux, puis on a fait le choix de s'en choisir, et des fois, c'est sûr que ça implique des sacrifices, j'imagine, comme des enfants, et loin de moi l'idée de comparer mes animaux à des enfants. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est ce qui s'en rapproche le plus, mettons. Et puis c'est ça, à cause de ça, au fil des années, on a peut-être moins voyagé ou fait des activités différentes, mais c'est ça. Nous, c'est notre famille, puis présentement, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. C'est un oiseau avec une grande personnalité. Oui, c'est ça. Puis on est comme... C'est pas nous qui a le problème, là, puis ça serait sûrement bien pire si on avait des enfants, mais on n'est pas capable vraiment de les faire garder. Je ne m'imagine pas laisser mon chien chez quelqu'un pendant une semaine quand je partirais. C'est très, très, très difficile. Puis c'est ça, c'est un problème mental que j'ai et que ma blonde aussi a. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Fait que c'est pour ça que je dis que ça prend de la place dans notre maison et dans notre vie. Ben oui, mais c'est important. Puis je pense que c'est, comme tu dis, c'est un choix qui détermine d'autres choix. Puis exact. Je trouvais qu'il fallait le mentionner. Alors, écoute, reculons en arrière. On recule toujours vers l'arrière pour parler des racines, des origines. Je te mets ça comme une question vraiment ouverte. C'est drôle, on est nés dans la même famille, de toute évidence. Puis je suis sûre qu'on raconterait cette histoire-là de façon différente. Alors, je suis curieuse de voir comment toi, tu vois ça. Si je te demande de me parler d'où tu viens. C'est drôle parce que avec les années, justement, on reste loin un de l'autre.
Puis là, je me permets de te parler et non de parler à un auditoire que je ne sais pas qui sera-t-il, là, mais souvent, tu sais, je recroise des personnes que ça fait longtemps que j'ai pas vu, puis mettons un ami X, puis qui me dit, ah, puis comment va Brigitte? Puis mettons, ça fait 10 ans que j'ai pas vu l'ami en question parce que j'ai plein d'amis que je vois moins souvent que d'autres. Puis, des fois, je dis où est-ce que tu es rendu, etc. Puis il y a toujours la chose qui vient, dire, hey, vous êtes différents à ce niveau-là. Puis aussi long, je cherche. Tu l'as dit, on répondrait différemment à cette question-là. Ben, où sont mes origines? Moi, j'ai tendance à dire, ben, moi, j'étais un petit gars de la campagne qui se promenait en bicycle à pédale dans le champ de blé d'Inde, puis qu'il aimait ça. Puis que quand j'étais plus vieux, mais moi, j'avais hâte d'avoir mon auto. Puis parce qu'à Saint-Amand, il n'y avait pas beaucoup d'autobus. Puis c'était comme un objectif de tous les petits gars de mon âge de finir par avoir leur char. Puis pour aller à l'extérieur de notre petit village, tu sais, parce que c'est ça, tu n'avais pas ton auto pour aller au village, tu y allais déjà en vélo, c'était ton auto pour aller à l'extérieur. Puis, fait que c'est ça, moi j'étais un petit gars de la campagne qui voulait aller dans d'autres petites villes autour. Puis là, les questions viennent souvent quand tu parles de ça, tu sais, bon, mettons, ma soeur, elle était différente. Ma soeur, elle aimait ça, la ville. Puis tout de suite, quand elle pouvait, ben, elle avait hâte d'aller étudier en ville. Fait que c'était différent. Puis pour ce qui est du côté familial, ben, j'ai envie de dire qu'on vient d'une famille d'agriculteurs. Je sais pas si c'est comme ça que toi, tu décris ça quand tu en parles à des gens, avec des valeurs je sais pas comment non plus les décrire, ça. J'ai pas peut-être le bon vocabulaire, là, mais des vieilles valeurs de farmer, là, que il y a une grosse importance à pas protéger sa famille, mais oui, protéger sa famille, tu sais, être protecteur, mais en même temps sans être trop émotif. Puis je dis souvent aussi qu'on vient d'un mélange de deux familles, une famille qui était plus sentimentale, puis une famille qui était plus dure. Puis je dis que je suis toujours content de ce que ça a donné comme résultat. D'être quelque part un mélange des deux. C'est ça. Je dis qu'on est comme la version, quand je dis améliorer de nos parents, c'est vraiment pas parce que je dis qu'on est meilleur qu'eux. Je veux juste dire que c'est un heureux mélange qu'on a eu la chance d'avoir de familles avec des manières, des ligues, des choses différentes. Mais ça a fait une belle job, je trouve. Ouais. On vient de familles nombreuses. Veux-tu en parler un peu? Oui. Pas toi puis moi, nous, on était juste deux. Non, nous, on n'était pas beaucoup, là, mais c'est ça. Du côté de notre père, il était 17 enfants, puis du côté de notre mère, 11. Fait que c'est sûr qu'on a eu des parties de Noël assez gros, on va dire ça comme ça, qu'on participait parce que c'était comme ça. La ma tante qui, quand il tuait un petit veau pour faire du jambon pour toute la famille, ben, ça se ramassait souvent avec 60 personnes chez ma tante Carmen, mettons. C'est quelque chose qui arrivait là. Fait que oui, c'est des grosses familles. Puis je ne sais pas si le côté qu'est-ce que ça a généré comme côté familial? Est-ce que des gros groupes comme ça fait que les relations entre les frères et sœurs sont différentes de petits groupes? Je n'ai pas d'expérience, d'autres comparatifs que nous deux, puis 17. Mais je me questionne, c'est des choses que quoi je pense. Des fois, comment nos parents vivaient leur famille, comment est-ce que ça a fait évoluer, comment aujourd'hui, ceux qui restent, parce qu'il n'y avait pas, il en reste moins qu'il en restait, du côté de papa, ils sont rendus 5 peut-être, là, sur 17, quelque chose comme ça, 4-5, là. C'est quoi leur relation entre eux quand le temps passe, puis que tu te rends compte que tu es les 4 derniers survivants d'une trolley de 17. Ça fait des relations familiales différentes de ce que nous, on peut vivre, là. Fait que ce que ça l'a fait, leur relation à eux par rapport à nous, c'est vraiment différent. Puis encore une fois, ça s'est sûrement transmis dans la façon que toi et moi, on a eu de cohabiter ou de vivre ensemble. À chaque fois que je te parle, j'adore les discussions qu'on a et qu'on placote. J'ai souvenir que quand tu es venu, on a été prendre un café quelque part. Mais en même temps, on peut être des fois 3 semaines, 1 mois sans se parler. Mais c'est pas moins agréable à chaque fois. Fait que c'est notre héritage de troupeau de famille de 17 qui se parlaient pas beaucoup, mais qu'on leur vit comme ça. Je sais pas quoi dire, mais c'est comme ça un peu que ça fait partie de notre héritage, je pense, de notre bagage. Non? Oui, moi, j'y pense souvent plus comme mère. Tu sais, j'essaie d'imaginer notre grand-mère avec 17 enfants, puis évidemment, il n'y en avait jamais 17 qui étaient petits en même temps. Tu sais. Mais même juste en avoir 6 qui étaient petits en même temps, de toute évidence, les relations entre parents et enfants, puis entre les différents enfants, ça
ça peut pas avoir été autrement que tellement différent de Hmm. tout Tu ce que sais, nous, on a pu vivre, tu sais. c'est ça. Sur deux, nous, on était vraiment, on est différents. Je sais, t'es en caractère puis en plein d'affaires. Imagine sur 17. Tu sais, j'imagine le défi pour nos parents de comment est-ce qu'ils doivent, je veux dire le mot t'élever, comment ils transmettent, parce que encore là, j'ai pas d'enfant, je peux pas me permettre de savoir comment ça fonctionne, mais tu dois transmettre des valeurs à tes enfants. Puis s'ils sont différents, tu peux pas faire ça de la même façon. Fait que, comment est-ce que des grands-mamans pouvaient le faire avec 17 kids différents? Méchant défi, là. Ouais. Ça prend un doctorat en ressources humaines là, pour venir à bout de gérer 17 kids ou transmettre ton information à 17, j'imagine. C'est beau. Les mystères du baby boom au Québec, moi, ça me Mm. fascine. J'aimerais te faire parler un petit peu plus de ton enfance. Tu dis, quand j'avais 8 ans, j'allais en bicycle dans le champ. Parle-moi un peu de ce qui t'est arrivé pendant l'enfance. Euh, Moi, en 84, je crois, j'ai eu un cancer osseux, donc j'avais pas 8 ans, finalement j'avais 10, fait que donc à 8 ans, j'allais peut-être vraiment en bicycle dans le champ. Mais plus tard, c'est ça, j'ai eu un cancer osseux qui est en fait la même maladie, le même type de cancer que Terry Fox a eu. Puis ça m'a, je veux dire, ralenti un peu dans ma vie de jeune. Non, mais tu ris, mais c'est pas. Non, mais tu peux pas aller en bicycle aussi souvent pendant tout le temps. Ouais, mais j'ai plein de solutions, je crois, moi, pour améliorer la manière que les gens vivent avec ce genre de maladie-là. Puis à la base, c'est des choses comme changer le nom des maladies, là, parce que à la seconde que tu dis ce mot-là, à n'importe qui, fait que là, il y a peut-être quelqu'un qui va entendre ça, puis va dire c'est plate, pauvre petit gars, il a eu un cancer à 10 ans. La vraie vie, c'est qu'à 10 ans, tu ne sais pas que c'est un cancer. Tu ne sais pas la gravité, tu n'es pas au courant. Puis je suis sûr que beaucoup d'enfants deal avec ça bien plus facilement que des adultes à cause qu'ils ne savent juste pas c'est quoi. Plus tard dans ma vie, j'ai eu un cancer de la glande thyroïde. Puis la première fois que je parle, j'ai souvenir de raconter que je croise quelqu'un, puis là, comment ça va? Puis là, je venais de le savoir, je viens d'apprendre que j'ai un cancer de la glande thyroïde. Plus tôt, on a dit que de métier, moi, je suis vendeur, je vends des choses. Ma job, c'est de lire le visage des gens. Ben, dans sa face, j'ai lu les images qu'il y avait des personnes qui connaissaient qui étaient mortes d'un cancer. Je n'étais pas là. Je n'étais pas en danger de mort d'un cancer. Mais juste quand j'ai vu l'expression sur son visage, je me sentais plus malade. Fait que, donc, je reviens à mon idée du petit gars qui a 10 ans, qui se fait dire « Ah, tu as un cancer ». Première affaire dans sa tête, c'est « Je ne peux pas aller jouer en bicycle avec mes amis ». Si on m'avait dit « J'ai un rhume », ça m'aurait fait la même chose. Fait que j'ai pas de souvenir que ça allait causer un défi ou une peine dans ma tête plus grande que si j'avais eu un rhume, finalement. Ça, c'est la même chose. Puis c'est pas parce que je suis un super-héros, c'est juste parce que tu le sais pas. C'était comme un dérangement. C'était de plus l'activité, que. Ouais. mais sans connaître les conséquences futures. Fait que si demain, on change le nom du cancer pour un autre nom que personne ne connaît, il y a bien du monde qui vont mieux filer parce que quand j'ai vu la face de mon ami que j'ai dit j'ai le cancer de la glande thyroïde, je filais plus malade. Je n'étais pas bien parce que dans sa face, lui, il faisait juste penser que j'allais mourir, là, alors que c'était vraiment pas du tout un concern. Là. Fait que donc, c'est ça. Fait que ça a été. Moi, je pense que c'est quelque chose qui. Puis à ce moment-là, mes parents avaient des serres. C'est des agriculteurs qui faisaient la culture en serre. Puis je pense que ça m'a. Cette maladie-là, cet ensemble d'expériences-là que j'ai eues m'a formé puis créé la personne que je suis aujourd'hui. Puis moi, je me considère comme une personne choyée, raisonnable et capable d'apprécier ce qu'elle a. Je veux dire ça de même. Moi, je pense que la plus belle valeur que nos parents nous ont transmise, en tout cas à moi, c'est apprécier ce que j'ai. Ça provient tout de là. Tu sais, quand tu es un petit enfant, tu es à l'hôpital, puis tu peux pas aller jouer avec tes amis, justement, ou tes parents sont pas là, c'est sûr qu'il y a des bouts qui sont plates. Mais je me souviens de mon père qui disait, écoute, il faut que tu comprennes. En fait, c'est pas vrai, je me souviens pas de ça, mais je me souviens la situation de mon père qui devait me dire, écoute, on peut pas être là, mais il faut que tu comprennes, il faut que tu sois raisonnable, etc. Puis ça n'a jamais été grave, ça n'a jamais été dur. Je disais comme, ben oui, c'est bien normal. Tu sais, j'étais capable de peser
l'importance qu'il fallait que quelqu'un soit à la maison pour planter des tomates, parce que c'était ça qu'on avait besoin pour vivre l'été prochain. Tu sais. Fait que ce que je veux dire, c'est que ça, de me faire expliquer rapidement dans ma vie la relativité de l'importance, que c'était pas si grave que ça, finalement. Tu sais, il y avait plein d'affaires que je pouvais faire à l'hôpital avec d'autres amis, aller des livres, sans qu'il y ait quelqu'un avec moi tout le temps, ben, ça m'a fait maturer beaucoup plus vite. Puis j'en suis vraiment je ne sais pas comment dire ça, j'en suis vraiment aujourd'hui, je suis content d'être passé par là. Tu sais, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si je n'étais pas passé par là. Puis, y a-tu quelque chose qui peut rendre les gens plus heureux dans la vie qu'apprécier ce qu'ils ont? Tu sais, ce que j'ai, là, je l'apprécie, puis c'est ça, moi, qui me rend heureux. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je ne peux pas demander de plus. Fait que puis ça, c'est grâce à ce cheminement-là. Fait que moi, je ne changerais rien de mon bout de jeunesse. Puis, ben, par la suite, peut-être que on continue dessus avec plusieurs dans ma vie. Fait que là, mettons, j'ai eu ça, mais rapidement, tu guéris vite à 8 ans, à 10 ans. Fait que juste donc, pour clarifier, parce que tu as mentionné Terry Fox, Ah ta ouais, jambe n'a pas été bon. amputée, contrairement à Terry Fox, qui n'était pas mort. Exact, exact. C'est ça, rien, ouais, c'est deux choses pas négligeables. Dans ce moment-là, on posait il amputait, en fait. C'est en 84. Puis, mais j'ai été dans les premières prothèses. C'est un os en métal qui remplaçait mon articulation. Puis, mes parents ont eu à choisir ça. Tu sais, ma mère m'a déjà dit, je me souviens que les médecins m'avaient demandé, est-ce que vous voulez qu'on essaye la nouvelle prothèse ou on fait comme d'habitude puis on ampute? Puis, aussi bête que ça puisse paraître, dans les années qui ont suivi, j'ai dû faire remplacer cette prothèse-là parce que ça use, hein, à un moment donné avec le temps, puis il faut la remplacer. Puis ma mère l'a déjà dit, je me demande si c'est une bonne idée. Parce que, mettons, la dernière fois qu'ils l'ont remplacé, c'est en 2019. J'ai été 1 an et demi en béquille, finalement. Et ma mère me disait, peut-être qu'on aurait dû choisir l'amputation. Il y a plein de monde qui vivent bien avec une jambe en moins, tu sais, puis tu n'aurais pas eu tous ces troubles-là. Puis c'est vrai, mais en même temps, je suis bien content d'avoir mes 2 jambes en gros. Là, fait que si maman écoute à un moment donné, elle va l'écouter le podcast, ben, je suis content. Je pense que j'ai déjà dit. C'était la bonne décision. Je vais leur dire, vous avez fait la bonne décision pour plein de raisons, parce que ma jambe est pratique, mais en gros parce que les bouts durs te permettent d'apprécier les bouts qui vont bien. Là. Puis ça, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde qui ont passé à travers les années de COVID peuvent se dire, il y a une chance qu'on a passé, tu sais, on apprécie les bouts qui sont faciles grâce aux bouts qui ont été difficiles. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Là. Fait que bon, tu fais ça. Fait que donc, je ne suis pas mort. J'ai eu une prothèse à la place qui a dû être remplacée à quelques reprises, mais je pense pas que ça l'a nuit. Tu sais, je suis pas un gars qui peut faire du ski alpin ni être un champion de soccer, mais j'ai plein d'autres choses qui me satisfont pleinement que je peux faire. Là. Fait que après ça, ben en vieillissant, je suis tombé ado, puis ado, j'étais au secondaire, j'étais dans une école privée à Saint-Bruno. Je pense que ça a été quelque chose que je suis pas sûr du côté de maman, mais je pense que papa aurait aimé ça avoir une éducation différente. Puis je pense que j'ai été là à cause de ça. Moi, je pense que c'était bien important pour lui de nous transmettre ça. Pas de nous transmettre ça, mais de nous permettre d'aller à l'école. Parce que je pense que pour lui, ça aurait été important de le faire, puis il était déçu de ne pas l'avoir fait. Est-ce que ça l'a permis de me changer beaucoup? Je veux dire, quand j'ai été finissant au secondaire, j'étais la seule personne qui s'en allait en technique. 100% des autres étudiants de mon école s'en allaient en sciences. Puis je me souviens, dans ce temps-là, dans ce temps-là, en 90-91, on allait voir l'API, là, tu sais, celui qui nous faisait remplir des petites coches avec à cocher. Puis à la fin, ça finissait par technique administrative. Ben, il m'a refait reprendre le test. Il dit non, ça se peut pas que tu t'en ailles en technique administrative. Tu sais, je suis comme pour être la honte de l'école, mettons, là, mais j'étais pas bon à l'école. J'ai passé tout mon secondaire 5, puis à notre école où j'allais, moi j'avais des cours de latin, puis j'ai dû faire toutes mes sciences, là, chimie physique, etc. Fait que, tu sais, j'ai quand même, je pense, académiquement parlant, été fonctionnel. Mais je sentais pas le besoin d'aller plus loin qu'une technique administrative. Moi, pour ce que je voulais faire, ben, ça se sentait être correct, mais j'étais un peu un rejet de mon école d'y aller. Fait que moi, tout ce que j'avais hâte, parce que j'ai fait tout mon secondaire, ou la plus grosse partie du secondaire, en travaillant pas mal à temps plein, là, comme petit pompiste à gauche puis à droite, puis dans une épicerie, puis à faire des choses comme ça. Même si j'allais à l'école, je travaillais quand même à temps plein avant l'école, après l'école. Pas parce qu'on avait un besoin d'argent, mais parce que pour moi, c'était important. On dirait que j'avais hâte à l'étape de la vraie vie qui, dans ma tête, à ce moment-là, était une job.
Je savais que je ne travaillerais pas comme pompiste toute ma vie, mais c'était le chemin pour me rendre là, pour apprendre différentes choses. Parce que quand j'étais pompiste, ben, je voulais avoir une station de service. Puis quand je travaillais comme rapper dans une épicerie, ben, je voulais avoir une épicerie. Tu sais, je savais que je voulais toucher à différentes choses pour apprendre dans quel métier, dans quel genre de business j'étais pour acheter ou pour faire après. Là. Fait que c'est ça. Mon adolescence, ça a été du travail assez tôt. On a toujours travaillé à la maison aussi. Là. Je veux dire, on coupait l'asperge, puis on a toujours eu une job depuis qu'on existait. Tantôt, j'ai parlé de 8 ans quand je vendais du blé d'Inde, mais je veux dire, après ma run de blé d'Inde, il fallait qu'on vienne à la maison quand même pour faire des choses. On avait des tâches. Puis je pense que ça nous a appris à se responsabiliser, puis à plein d'affaires comme ça. Là. Fait qu'on a toujours, je pense, quand même eu un équilibre là, entre un travail, puis je pense qu'on a réussi à se faire expliquer la valeur de participer à la famille. Tu sais, moi, j'ai déjà souvenir de parler à papa de dire comment ça qu'un tel petit voisin que tu engages, il se fait payer X montant de l'heure, puis moi, j'ai juste une allocation fixe à chaque semaine. Ben, je me suis fait expliquer et j'ai compris que oui, mais moi, j'étais pour aller en vacances avec eux autres à Walt Disney l'hiver suivant, puis pas le petit voisin. Fait que c'était donc ma manière de participer à l'effort familial, puis tellement pas un reproche. Encore une fois, je reviens à ça. On avait quand même une certaine rigidité dans notre, je ne sais pas si c'est le bon terme, là, dans notre éducation, mais Caroline, moi, en tout cas, encore aujourd'hui, je dis souvent, je suis la personne qui a été formée grâce à tout ça, puis je suis bien content. Hein. Fait que ça, c'était mon adolescence rigide. Moi, on n'a jamais eu d'heure, en tout cas moi, je n'ai pas souvenir, je ne sais pas toi, là, mais moi, j'ai jamais eu d'heure pour revenir le soir. Mais j'avais une heure pour commencer le matin, par exemple. Fait que c'était, peu importe, je pouvais aller veiller où ce que je voulais, revenir à l'heure que je voulais, mais il fallait être dans le champ à 6 heures. Fait que c'était ça qui était notre restriction. Puis je pense que c'est des bonnes façons de transmettre des valeurs à des jeunes ados. Puis ben, après ça, après la fin de l'adolescence, les vrais jobs sont apparus après le cégep et tout ça. Là. Je ne sais pas si c'est là qu'on est rendu dans ton affaire, là, mais. Ben, je pense que oui. Ta question était d'où je viens. Ben, moi, je viens de la famille, de la campagne. J'ai dû travailler à la campagne dans le but d'avoir quelque chose pour aller à l'extérieur un peu, mais c'est comme ça qu'on a été formés. C'est en passant par là. Mais quand même, tu restes encore dans le même Dans la même village ville. où on restait, Ouais. dans la même ville où on restait. C'est un petit peu plus gros que c'était, mais c'est drôle, hein, avoir hâte d'avoir une auto pour pouvoir aller à l'extérieur, mais ça demeure la maison, la Ouais. base, tu sais, Le noyau, là, je ne sais pas comment appeler ça, là, mais le en fait, foyer. je pense que rapidement, c'est à l'étape ado, tu as hâte. En tout cas, moi, dans mon cas, j'avais hâte de pouvoir la liberté, je pense que ça représentait. Mais en vieillissant, c'est peut-être plus ça. Là, rendu à une vingtaine d'années, tu as compris que de toute façon, tu peux aller nulle part. Partout, tu peux aller où ce que tu veux. Ça ne changera plus grand-chose. Mais c'était ça mon objectif quand étant jeune. Mais j'avais hâte. Je suis content d'être revenu ici. C'est qu'on est bien. Mais parlons, tu allais t'y mettre, parlons de la trajectoire après l'adolescence. Parlons des choix, les grands choix, les petits choix qui te semblent t'avoir marqué. Puis il y a aussi, il y a des choix qu'on fait, il y a des choix qui sont faits pour nous, il y a des choses qui nous arrivent, des moments charnières. Je te laisse me guider, ça n'a pas besoin d'être chronologique. Des trucs OK. qui te viennent à l'esprit comme étant plus importants pour définir ta vie, puis comment tu t'es retrouvé là où tu es aujourd'hui. OK. Après le secondaire, j'ai dit que j'ai fait une technique administrative. Moi, j'ai étudié en marketing, en vente. Puis mon projet de fin d'études, parce que dans ce temps-là, à notre troisième année de cégep, il fallait faire une simulation d'un projet d'ouverture d'un commerce. Fait que, toujours dans mon objectif d'efficacité, moi, je me suis dit, pourquoi le simuler? Faisons-le pour vrai. Fait que donc, la simulation était l'ouverture d'un... Parce que j'ai dit aussi tantôt que quand j'étais à l'épicerie, je voulais une épicerie. Dans ces années-là, moi, les ordinateurs, je trouvais que c'était cool. Fait que je me suis dit, tiens, ma simulation d'ouverture, ce serait le commerce de vente d'ordinateurs. Fait que donc, mon projet de fin d'études de cégep troisième année, c'était... puis dans ce temps-là, Internet n'existait pas. Fait que la vraie vie, si tu voulais simuler ça, il fallait que tu prennes tes jambes puis que tu ailles magasiner des locaux puis aller faire un tour à quelque part à Montréal que je me souviens plus si ça doit peut-être même plus exister, mais aller voir les espèces de catalogues de statistiques de comment d'argent faisaient les commerces. En tout cas, fait qu'on a tout fait ça. Puis en gros, quand j'ai fini mon cégep, l'ouverture du magasin se faisait. Fait que c'était ma première business. Puis je sais pas quel âge j'avais, 80, peut-être mettons, une vingtaine d'années.
Puis c'était dans des années où l'informatique était je veux dire, la popularité de l'informatique dans les maisons explosait, fait que ça a été vraiment bien. Là. La business que j'ai eu à ce moment-là, on a eu des bouts peut-être plus que 20 employés. Puis, où ce que je voulais, pourquoi ça a été quelque chose, tu sais, tu as parlé de moment charnière, c'est pas juste un moment charnière, c'est quelque chose qui m'a fait réaliser que on change. Fait que là, quand tu décides à une vingtaine d'années, que ce soit d'être en couple ou dans mon cas, j'avais un associé là-dedans, le temps passe et on change beaucoup. Fait que ce que je voulais dire, c'est que tu n'es pas la même personne à 18, à 23, à 27 puis à 30 ans. Puis moi, dans mon cas, ça a été, je m'associe avec quelqu'un parce que je veux ouvrir mon magasin informatique le plus rapidement possible. J'ai pas toutes les connaissances. Trouvons quelqu'un qui les a dans ce domaine-là, puis moi, je vais fournir d'autres outils. Je pense que c'est comme ça, un entrepreneur. Ça a certains outils, puis ceux que ça n'a pas, ça s'organise pour les trouver. Puis, en ouvrant ce commerce-là, ben là, c'est les premières fois que j'ai vu l'évolution de deux personnes qui allaient dans des directions différentes, les conséquences que ça pouvait avoir. Fait que zéro regret. Je n'ai jamais de regret. Je suis content d'avoir passé par là. Il fallait que j'apprenne ça, mais j'ai bien vu qu'avec le temps, les personnes évoluaient, puis pas toujours de la même façon. Fait que ça a été mon premier contact avec le monde des affaires, avec les employés, puis là, tout ce qu'on a appris à l'école se matérialisait. Là. Fait que donc, tu veux grossir ta business, fait que tu travailles sur ton produit. Là, quand ton produit il est bon, tu fais de la publicité. Puis là, quand tu as de la publicité, tu as plus de ventes. Puis là, quand tu as plus de ventes, tu engages des employés. Puis c'est une roue comme ça qui était comme un espèce de modèle typique de la vie qui a progressé. Puis fait que j'ai eu ça pendant une douzaine d'années, je dirais, peut-être une quinzaine d'années finalement. Puis là, avec ce temps-là, ben là, j'ai rencontré quelqu'un qui était dans ma vie, que j'ai marié. Puis là, mon partner aussi. Puis là, on évolue différemment. Puis vient un moment donné que nos chemins doivent se séparer parce qu'on ne pense plus nécessairement de la même façon. Fait que ça m'a amené. Je trouve que ça représentait bien plein d'affaires, justement, d'évolution des humains dans la vie. Puis si j'avais des fois à me redonner un conseil à moi-même plus jeune, puis ça s'applique à plein d'affaires, parce que je me souviens aussi de papa qui nous disait tu n'auras pas ton permis de conduire à tel âge parce que c'est pas assez mature tel âge, puis il n'y a aucune façon de pogner cette maturité-là, à part de passer le temps et l'expérience, ben c'est ça. Fait que donc, va pas trop vite, là. Il y a des choses qui vont pas être pour le restant de ta vie. Tu sais, que tu passes par là, qui vont servir à d'autres choses plus tard. Fait que apprécie-les, mais base pas ton existence au complet là-dessus. Le temps passe vite. 20 ans, c'est rien. Quand on a 20 ans, on est des bébés. Là. Puis je me rends compte aujourd'hui que j'avais vraiment pas la maturité d'avoir un auto à l'âge que je l'ai eu, puis j'avais pas la maturité d'avoir une entreprise à l'âge que je l'ai eu. Mais il n'y a pas d'autre façon. Il faut que tu passes par là, pareil. Fait que c'est ça. Fait que donc, des moments charnières, après cette première expérience-là avec une entreprise, avec des employés, avec un partner, avec une femme. Je me suis séparé un jour là-dedans. Dans les années, mettons, c'était en 2005, je me suis divorcé, puis je pense que c'était un moment charnière. Je pense que je discutais avec maman il n'y a pas longtemps en disant, écoute, je vais faire un podcast avec Brigitte. Puis elle m'a demandé ça. Tu m'avais dit rapidement, pense à un moment charnière. Puis là, je me sentais comme mal de dire que c'est quand je me suis divorcé, c'est quand je me suis séparé, ça a été comme l'expérience des années accumulées de partner de business, de partner de vie, de différentes affaires. Puis là, je dis, OK, j'ai eu l'opportunité. Je me souviens au moment qu'elle m'a dit, ouais, non, gars, on se sépare, je repars en neuf. Puis ça a été vraiment là que j'ai pu dire, j'ai eu une chance incroyable de rencontrer ma blonde actuelle qui était beaucoup plus compatible avec mes valeurs, puis avec où est-ce que je voulais aller. Tu sais, là, je voyais où est-ce que j'étais rendu à ce moment-là, avec l'expérience que j'avais prise, puis je me suis dit, je suis pas dans le bon. Je me dirige pas vers la place que je voudrais aller avec ma job, avec ma femme. J'ai eu la chance de me séparer, puis de pouvoir recommencer, pas à zéro, parce que j'avais ce bagage-là, je l'ai accumulé, là, puis ça le prenait pour prendre mes prochaines décisions. Mais là,
on dirait que c'est là. C'est ce moment-là, moi, qu'il a basculé, puis que là, j'ai pu recommencer. J'ai eu une autre entreprise, j'ai eu j'ai un garage de mécanique pendant une quinzaine d'années, où j'avais aussi un associé. Puis un autre des moments, c'est quand j'ai pu le vendre pour passer à autre chose encore. En 2020, j'ai vendu mon garage parce qu'on était rendu à une étape. Les garages automobiles étaient une super belle entreprise dans n'importe quelle ville, quand c'est bien fait. Là. Quand je dis belle entreprise, on parle c'est rentable à la fin. Là. Mais la nouvelle obstacle que je vivais, puis que comme tous les entrepreneurs au monde vivent en 2020, là, c'est ça, c'est la main-d'œuvre. Puis tantôt, j'ai parlé du processus qu'on apprenait à l'école, là, ton produit, ta vente, t'engages du monde, ça continue. Mais là, c'est plus le même pantoute. Là. Tout est à réécrire. Là. Je ne sais pas si c'est la faute du COVID ou quoi, mais il y a plein d'affaires, plein de modèles économiques qui doivent être réécrits à cause du COVID, mais plein de modèles d'affaires aussi. À cette heure, c'est plus comme ça. Il faut que tu engages des employés, puis quand tu en as, là, tu peux penser à améliorer ton produit et à faire grossir ta business. Puis, j'ai été usé par les années de dépendre de plus en plus de personnes. Il y a sûrement des très bons employés, il y en a des moins bons, ça c'est comme les humains, etc. Mais j'ai trouvé ça trop dur. J'ai pas eu la force de dire je vais continuer à avoir une entreprise qui dépend de ma capacité à motiver ces personnes-là pour les garder parce qu'il n'y a plus de. J'aime pas ça de dire il y a des mots comme plus ou toujours ou jamais, là, mais je ne sentais plus de loyauté. Puis encore là, une loyauté, c'est pas une loyauté d'un employé envers son boss. C'est une loyauté envers une relation entre deux personnes. Parce que c'est un deal que tu fais envers ton employeur quand tu échanges ton travail contre une paye. Mais c'est ça, c'est cette bout-là qui était plus disponible. Des gens qui viennent voir en te disant, même s'ils sont pas bons, ils veulent que tu les payes pareil, puis demain, ils seront plus là. Ils n'ont aucune espèce de... Moi, c'est une journée, je pouvais pas rentrer quand je travaillais à l'épicerie, ben, je me disais, mais qui va faire mon travail? Si le matin, quand j'étais pompiste, je me levais pas, je me disais, mais là, il n'y a pas personne qui va débarrer la porte, il y a des gens qui vont arriver qui ne pourront pas mettre d'essence dans leur auto. C'est ce bout-là que j'avais de la misère à trouver dans les employés chez moi. Fait que mon objectif, à partir de ce moment-là, était de trouver une business que je pourrais être seul responsable. J'aime assez ça à chaque jour, dire « Hey, je m'excuse, c'est de ma faute, monsieur, je me suis trompé. » C'est tellement plaisant quand tu peux dire ça, puis que c'est de ta faute et non de la faute de quelqu'un d'autre. Puis encore là, pas parce que je chiale que si les gens ne sont pas responsables ou font des erreurs, ça ne me dérange pas les erreurs, je veux juste plus dépendre des erreurs des autres. Fait que des moments charnières, ma séparation qui m'a permis de repartir dans une direction que je me voyais plus et vendre mon entreprise qui avec les années, m'a fait dépendre de plein d'employés pour tomber autonome tout seul dans mes choses. C'est des moments, moi, qui m'ont... qui résument ma vie en même pas une heure. C'est ça. C'est vraiment ça qui me font aujourd'hui apprécier toutes les étapes, toutes les journées que je vis. C'est-à-dire, maintenant, je suis seul, je suis autonome, ça va vraiment bien. Tu me donnes plein d'idées. Je vais essayer d'en attraper deux. Puis la première, c'est quand tu fais référence à ce que papa disait, tu sais, il faut que tu passes à travers. Il n'y a pas de shortcut. En fait, les mots qu'il disait étaient l'expérience, ça ne s'achète pas, ça s'acquiert. Puis c'est sûrement pas lui qui a inventé ça, mais moi, c'est lui que j'ai entendu, puis ça répondait bien à ce que j'ai traîné toute ma vie après. Penses-tu que tu étais peut-être pressé? Pas que c'est une mauvaise chose, puis je pense qu'évidemment, plusieurs jeunes personnes peuvent l'être, mais penses-tu que tu étais pressé dans ces premières décennies-là d'âge adulte? Ben oui. Puis ce pressage-là, il a commencé trop tôt. C'est ça, mettons, là, je vois un ostéo là, de temps en temps, puis c'est un gars qui a notre âge, mon âge plus, puis il y a des enfants, puis là, ses enfants sont partis en voyage avec leur sac à dos faire le tour d'Australie, puis lui, il me raconte que dans les années 88, là, il a fait un voyage en Australie, puis aujourd'hui, avec du recul, je me dis, maudit que j'aurais aimé ça, mais tu as raison, dans ma tête, je n'aurais jamais eu le temps de faire ça. Mais quelle est cette réflexion poche? Y a-t-il quelque chose à 18 ans que j'avais pas le temps de faire? J'étais bien trop pressé d'arriver à mon prochain, à ma vraie vie pour prendre le temps de faire ces choses-là. Fait que
Oui, j'étais ben trop pressé d'arriver là, puis c'est plate. Mais grâce à ça, aujourd'hui, j'ai même pas 50 ans, puis je pense que je suis peut-être 15 ou 18 ans d'avance sur ce que j'aurais été si j'avais pris ce voyage-là de 2 ans à 18 ans. Fait qu'il y a du positif et du négatif, mais mon état d'esprit, le mot pressé, c'est en plein ça que c'était. J'étais pressé d'arriver à ma vraie vie. C'est une balado, pas une psychanalyse, mais pourquoi tu penses? Sais-tu? Puis, tu sais, t'es pas tout seul, là. Je pense qu'il y a bien du monde qui se sent comme ça aussi. Je me demande moi-même si je me sentais comme ça, mais, tu sais, c'est quoi le feu que tu avais en arrière qui disait, hey, ça presse? Est-ce que ça provient de... C'était quoi C'était quoi la description de la vraie vie quand on avait 14-15 ans? C'est, c'est vraiment pas un reproche. Mais je pense que j'ai commencé à travailler tôt. Puis travailler, pour moi, ça veut dire c'est un mélange de différentes choses. Je veux travailler pour avoir une rémunération, des dollars. Les dollars doivent servir à économiser pour le futur et me payer des récompenses pour mon travail. Puis je sais pas si ça s'appelle vraiment une valeur, là, mais cette idéologie-là, je l'ai eue dans la tête tôt. Elle m'a été ancrée de bonheur. C'est vraiment pas un reproche envers mes parents. Comme je vous dis, aujourd'hui, je suis content parce que j'ai 49 ans, puis je suis content de pouvoir choisir le matin ce que je vais faire. Là. Mais ta réponse à pourquoi j'étais pressé comme ça, moi, je pense que j'ai compris de bonheur que c'est de même ça marchait. La vraie vie, je sais pas si c'était pas le bon terme, là, mais la vraie vie d'adulte, j'ai pu la réfléchir. Tantôt, j'ai utilisé le mot aussi que j'ai maturé tôt. Ben, ça fait partie, c'est peut-être pas les vrais mots, les vraies descriptions, mais dans ma tête, la maturité faisait partie de avoir une job stable, une économie planifiée, puis me payer des affaires. Là. Ouais. Moi, je pense que c'est ça. Ça m'a été transmis comme ça. Je pense que c'était bien. Tu sais, nos parents puis nos grands-parents, là, ils se mariaient à 16 ans, puis il y avait des vaches bien avant nous autres. Là, fait que c'est plus Nous, on en n'en a plus pas tard. encore. Nous, on n'a toujours pas de vaches, mais moi, j'ai un gros chien qui se rapproche du format, là, mais tu sais, c'est peut-être normal maintenant pour un. Tu sais, moi, mon voyage en Australie, là, ben, c'était peut-être d'aller faire ma cabane dans le bois quand j'avais 10 ans, 11 ans, là, tu sais, alors que lui, ben, il est parti avec son sac à dos pour faire le tour d'Australie. C'est ça. Mais aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, je dis, hey, ça serait le fun de faire ça. Mais je sais bien que je ne serais pas rendu au même stade. J'avais jumpé mes 2 ans de 18 à 20. Hein. De 18 à 20, j'avais des employés, puis j'avais une business que j'ai vendue plus tard qui a servi à m'acheter une maison, puis tout ça. Là. L'autre truc auquel tu m'as fait penser quand tu mentionnes l'indépendance, de ne pas être dépendant des employés. Tu sais. Puis ça, c'est clairement quelque chose que moi, en tout cas, je ressens beaucoup comme je ne sais pas si c'est une valeur familiale, mais corrige-moi si tu vois les choses différemment, mais tu sais, J'ai nos plein de parents, flashs dans ma tête. Là, peut-être en particulier notre père, tu sais, parce que c'était un commerce de détail, tu sais, il y avait de la job à faire du matin au soir quand c'était en saison, tu sais, c'était des longues journées. Puis disons qu'il n'y avait pas beaucoup de succès à accueillir et garder des employés, puis qui n'en voulaient peut-être pas non plus. Tu sais, en tout cas, je ne veux pas non. psychanalyser la question, là, mais je me demande si, parce que moi aussi, tu sais, aujourd'hui, je suis travailleur autonome, puis je me demande s'il n'y a pas un peu de ça, tu sais, de... Ouais. Ouais, tu as eu peur. On a été traumatisés par ça, on va dire ça de même, là, parce qu'effectivement, moi, la belle image de ce que tu décris, tu dis les journées commençaient tôt, finissaient tard, parce que avant la vraie journée, il fallait arroser les plantes. Fait que là, il y a une table avec 2000 petits pots de 4 pouces, avec toutes des petites plantes fragiles dedans, qu'il faut leur mettre juste la bonne quantité d'eau à chacune, parce qu'elles ne sont pas toutes au même stade de leur vie, puis il y en a que si tu en mets trop, tu es dessus, ça met pas assez, tu es dessus aussi. Fait que chaque petite plante doit être analysée, puis là, on a un gars qu'on se souvient les deux, c'est qui passe avec la hausse sans trop regarder, puis qui arrose toutes les plantes de la même façon. Maman, papa virait fou, là. Il disait, ça fait combien d'années qu'ils ont l'engagé pour arroser les fleurs, puis il n'est pas capable de voir qu'elle n'a besoin, pas besoin, fait que tant pis, on va se lever à 3 heures du matin, puis on va arroser nous autres mêmes nos fleurs. Ben, vois-tu, c'était 40 ans plus tard, c'est ça qu'on fait. On dit, laissez faire, on va s'arranger avec nos affaires parce que vous n'êtes pas capable de le faire comme il faut.
à cette heure, c'est-tu moi qui ai le problème? Mais est-ce que c'est mes exigences qui sont trop hautes? Des fois, quand je parle à quelqu'un, je dis, j'ai plus de garage, je dis, ouais, les employés, c'était trop dur. C'est pas de leur faute. Moi, je pense que maintenant, pour être un employeur, ça prend des outils différents que ça prenait avant. Tu sais, j'ai des gens que je connais qui sont employés puis qu'ils me parlent à leur travail. Là, ils ont voici telle affaire que mon employeur a fait, mais regardez, ça n'a pas d'allure. C'est pas normal que tu es obligé d'avoir, en tout cas, je décrirai pas trop loin, mais tu sais, un étage du building qui est comme la cafétéria, puis que les machines à draft à bière, ils rouvrent à 11 heures, puis que c'est de même ça fonctionne pour hey, on est où là? Tu peux pas avoir une entreprise puis inclure les machines à draft, là, ça n'a pas d'allure. Donc, moi, je pense que je n'ai pas su, en tant qu'employeur, évoluer pour continuer à avoir des employés, là, mais j'imagine qu'aujourd'hui, en 2023, peut-être que les formations de ressources humaines à l'école sont faites différemment. Là, nous autres, c'est pas ça qu'on apprenait, c'est tout. Là. Fait que j'ose espérer que c'est ça, parce que il faut trouver des façons de s'adapter. Là. Puis nos parents, tu dis, c'est-tu de là que ça vient? Oui, nos parents avaient beaucoup de difficultés à avoir des employés, mais je pense pas que c'était difficulté des engager ou des garder. Ils en voulaient pas parce qu'ils n'étaient pas satisfaits. C'était pas fait comme eux autres le voulaient. Et c'est ça mon problème, puis probablement le tien aussi. Hein, c'est pas fait comme je veux que ça soit fait. Hein. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Et voilà. C'est pas facile. Est-ce qu'il y a d'autres choix, d'autres décisions, d'autres investissements que tu as fait peut-être plus récemment qui attirent ton attention? Vite de même, là, quand peu des années, mais il y a quelques années, on a acheté un terrain. Je dis toujours on, parce que c'est ma blonde et ma partenaire d'affaires et partenaire de vie, ma meilleure amie. On a acheté des terrains dans un parc industriel, puis on a construit un immeuble dessus, puis là, on a des locataires. Puis à un moment donné, j'ai acheté un autre terrain vacant dans le but de faire un même genre d'immeuble, un genre de commerce, tout ça. Puis j'ai comme eu mon père était malade dans ce temps-là, puis je me suis questionné si j'avais vraiment besoin de tout ça. On revient à l'idée que j'ai appris, c'est ce que j'ai, des fois, je dis à maman que je me trouve paresseux parce que je trouve que je pourrais encore aller travailler au garage aussi, parce que c'est ceux qui m'ont acheté mon garage sont mal pris. Ils aimeraient sûrement ça, avoir quelqu'un au comptoir parce qu'ils n'en trouvent pas d'employés, les autres non plus. Puis je dis, je serais sûrement capable de continuer à m'occuper de ma business de sticker à l'huile, puis de mes locataires, puis d'aller donner un coup de main 12-15 heures par semaine. Parce que dans le fond, je pourrais juste choisir de faire moins d'autres choses. Mais non. Mais là, je reviens à ma décision de dire, j'ai-tu vraiment besoin de ça? Fait que moi, je me promène avec une auto 2014, puis je l'aime beaucoup, mon auto. Il y a été des bouts dans ma vie que j'aimais ça, les autos, mais là, en même temps, aujourd'hui, je suis comme mal à l'aise de dire, je vais la changer pour auto de neuf. Pourquoi? Elle marche encore très, très bien. Fait que je reviens aux valeurs, à ce que ça coûte, à tout ça. Fait que, puis là, mon père qui était pas en super forme, puis j'ai dû faire beaucoup de ménage dans ces affaires qu'il avait ramassées au fil des années, puis je sais qu'il a acheté des affaires dans des encans en se disant « Hey, mec, à choisir ma retraite, je vais jouer avec ce vieux convoyeur-là, m'a changé les roulettes de place. » Puis j'ai tout dû mettre ça aux poubelles ou au recyclage. Fait que je sais pas à quel point c'est l'unique ou la vraie ou tout ça, mais je me suis dit, j'ai-tu vraiment besoin de reconstruire ce strip-là, puis de repartir encore, me lancer dans 3, 4 ans, 5 ans de construction, puis alors que je vends des stickers à l'huile, je m'occupe de plein d'ateliers. Tu sais, j'ai mon logiciel là, que je vends, je dois leur parler, je fais une genre de coaching, de formation. Tu sais, je participe à plein d'ateliers qui veulent grandir puis travailler mieux. Fait que je trouve que c'est une job qui me je veux dire, le mot gratifie, c'est extrême, mais ce qui me rapporte. Plus, ça me donne l'impression que je participe à la société un peu, mais monétairement, ça me donne moins d'argent, peut-être que si j'avais construit l'autre building puis que j'avais encore 5-6 autres locataires commerciaux, etc. Fait que, une autre décision, j'ai vendu le terrain finalement. Puis, ça m'a permis de payer d'autres choses, là, de changer mes revenus puis mes ratios de dette. Mais aussi, ça m'a permis de dire, j'achète un bateau. Fait que
c'est pas les mêmes chiffres, là, mais ça m'a permis de, tu sais, tantôt je disais, il y a un montant d'argent que je mets en économie, un autre en récompense. Ben, là, je me suis dit, je vais payer telle affaire, je me la donne mon atelier de mécanique, etc. Puis, je ne construis pas le terrain. On a un revenu fixe qui va rentrer de location de nos autres affaires. Puis, on s'achète un bateau, puis le samedi, on fait rien, tu sais. Le samedi puis le dimanche. Fait que ça fait des années, tu sais, on a acheté le terrain, la première construction en 2013-2014, c'est une dizaine d'années. Ben moi, ma vie, c'était toutes les fins de semaine de faire des choses. Puis tu sais, j'ai comme contracté en grosse partie, construit, j'ai posé du J-Proc, j'ai fait des joints. C'était ça, ma vie de fin de semaine. Puis la business de logiciel de Taker à l'huile, ben, faire un site Internet, tu sais comment ça fait. Tu fais ça des fois le soir, la nuit, quand tu y penses. Ben là l'été passé, les samedis et les dimanches, on va pas mal passer assis sur le bateau. Tu sais, fait que donc, un autre moment, investissement montant, tu as parlé, vendre le terrain que j'aurais pu construire à la place, qui m'aurait rapporté plus d'argent plus tard, c'est sûr. Pour dire à la place, on réfléchit à donc l'argent qui rentre, qui va être notre revenu, et on se paye quelque chose pour qui va être vraiment un passe-temps et une détente. Fait que donc, quand on part de chez nous, puis qu'on s'assied sur notre petit bateau, puis qu'on fait vanter, ben, c'est un moment de relaxation-là, il vaut des choses. Puis ça, c'est, je pense que le déclencheur, c'était papa qui était malade. Profiter de la vie, c'est important aussi. C'est une phrase courte qui résume vraiment bien tout ce que ça. Puis, ça aurait-tu été de profiter de la vie, d'à 18 ans, partir en Australie avec mon sac à dos? Peut-être, mais encore une fois, je reviens, je ne l'ai pas fait. Puis, grâce à ça, ben, à 48 ans, je me suis acheté un super beau voilier, puis que j'en profite, pas à temps plein. Mais j'ai dans ma tête de me dire, il n'y a rien qui empêche que je vende des stickers à l'huile assis sur mon bateau, par exemple. C'est quelque chose qui pourrait être très bien compatible. Puis, ma blonde est comptable. Voilà, il n'y a aucun problème avec ça non plus. Là, on pourra travailler du bateau. Là. Va aller en Australie en bateau. Et voilà, qui sait, qui sait. Quelques années de formation supplémentaire, peut-être. Oui, c'est ça. De plus. Tu as dit tantôt que tu n'as pas de regrets. Je vais te prendre au mot là-dessus, à moins que tu te dis qu'il y a quelque chose que j'aurais peut-être dû faire que je n'ai pas fait. Non. C'est pas pareil pantoute, là. C'est pas pareil du tout, là. Avoir un regret, moi, dans ma tête, encore une fois, je suis pas psychologue, puis j'ai un deck en marketing, là. Avoir un regret, je trouve ça vraiment négatif, puis plate. C'est comme s'auto-remettre en question alors que ça ne devrait jamais arriver. Parce que moi, dans ma tête, si je décide quelque chose maintenant, j'ai donc décidé en je ne sais pas quelle année d'ouvrir un magasin d'informatique avec un gars comme partner X, etc. Ben là, maintenant, c'est facile dans ta barouette de dire, là, avec les 32 années d'expérience de plus que j'ai, c'était peut-être pas une bonne idée. Voyons, c'est quoi ça? C'est ça. Fait que donc, moi, avoir un vrai regret, là, ça veut dire te remettre en question, alors que moi, je pense que toutes les décisions que je les prends avec l'information que j'ai là, live maintenant. Puis demain, j'aurais peut-être pris une direction différente, mais c'est à cause de ma journée que j'ai vécue. Fait que donc, est-ce que grâce à mon expérience d'aujourd'hui, je changerais des choses? Oui. Mais back then, j'aurais pris la même décision. Sage. Et parle-moi de bord de tes plus grandes fiertés. Fierté. J'ai de la misère à dire fierté, j'ai plus dire chance. Tu sais, encore là, des phrases tout faites disent on construit notre propre chance, je sais pas quoi, on fait notre propre chance, là. Mais on a la chance d'être au monde au Québec, dans une famille qui nous a transmis des valeurs incroyables, mais que je pense que tous les parents font leur possible pour transmettre des valeurs incroyables. Ils n'ont juste pas tous les mêmes outils et les mêmes affaires. Fait que, encore une fois, donc, une chance que nos parents étaient dans la famille qui ont été. Mais moi, je suis vraiment chanceux de dire wow, j'ai une belle business aujourd'hui qui me permet de vivre et de m'être acheté un bateau et d'avoir fait ça. Mais j'en suis. Si je dis le mot fier, il va y avoir un petit peu de gêne là-dedans. Parce que c'est pas autant grâce à moi que grâce au bagage de ce qu'on a eu, là, je pense. Je sais pas si c'est ça. Mais de bord, je vais me dire chanceux, / fier de dire que j'ai de mon entreprise qui fait que c'était ma fin d'année hier. J'ai eu les plus beaux chiffres que j'ai jamais eus grâce au fait que je peux m'en occuper à presque temps plein maintenant.
Puis je suis seul là-dedans. Tu sais, je suis le seul responsable. Fait après-midi, là, je prends 1 heure pour jaser avec ma soeur, faire un podcast. Puis si mon téléphone sonne, ben, je ne sauve pas des vies, je vends des stickers à l'huile. Fait que c'est tout. Fait que donc, est-ce que fier est le bon mot de ça? J'en suis vraiment content, là, mais je me sens pas comme le seul responsable de ça. Fait que la fierté, je pense que c'est de dire j'ai atteint, j'ai réussi, j'ai fait ça, je suis fier d'avoir fait. Moi, je pense qu'un parent dit je suis fier d'avoir réussi à transmettre des valeurs à ses enfants. Pas mal dans la vie, la seule affaire que tu peux être fier de. En dehors de ça, la balance, tu as fait ton possible avec ce que tu avais, c'est de ça que tu peux être fier. Mais parlons de ce qui vient après. Puis là, on est dans l'avenir, puis on ne le sait pas, puis tout ça, mais à 48 ans, je pense qu'on peut dire qu'on est en milieu de vie à peu près. Comment tu vois l'avenir? My God. Ben moi, j'ai envie de continuer ce que je fais là pour un bon grand bout. Là. Peut-être que j'aimerais. On dirait que mon premier réflexe de répondre à une question va toujours être par rapport à mon travail. Tu sais, parce que c'est ça quand même qui prend une bonne partie de la journée. Là. Moi, j'aspire à éliminer de mon travail la partie manipulation. J'ai encore aujourd'hui, à chaque jour, à expédier des produits. Il me semble que ce bout-là, je m'en débarrasserais puis je focuserais sur le bout. Juste le logiciel coaching. Tu sais, quand un atelier m'appelle et qu'il me dit j'ai besoin de ton outil, de ton logiciel, je vais avoir plusieurs heures à passer avec lui à jaser de quelles sont tes procédures, comment tu fonctionnes, tu fais ça comment, où tu veux aller. Puis ce bout-là, je l'aime bien. Fait que j'aimerais ça pouvoir faire juste ça. Puis là, rendu là, il n'y a rien qui empêche qu'on fasse ça lundi, mercredi, jeudi, puis moi, je joue pas au golf, là, mais j'irai peut-être faire du bateau les autres jours. Là. Je reviens encore à mon bateau, quand on a décidé de s'acheter ça, on a été faire un tour un après-midi, puis on a été faire une sortie d'exploration 3 heures sur le fleuve Saint-Laurent avec un voilier. Puis Nadine a dit, j'aime ça. Quand je m'en vais en bateau, je pense plus à rien, je fais juste trouver ça beau, à être bien, puis etc. Fait que c'est puis aussi, physiquement, c'est un bon exercice, tu sais. Puis mentalement aussi, si tu tenais à vouloir aller plus loin, là, c'est nous, on l'a acheté à Toronto, descendre ça jusqu'ici, c'était 5 jours de navigation. Il fallait étudier les cartes, regarder les hauts fonds, quel marina allait coucher, quand est-ce que la marée monte, qu'elle descend, les vents. Fait que mentalement, c'est un gros exercice aussi. Fait que j'aimerais ça. Puis, donc, tu me dis comment je vois l'avenir? Ben moi, un moment donné, je vais vendre la section de mon entreprise qui expédie des choses. Puis, je vais focuser sur juste la partie qui est du coaching, logiciel, formation, vente de l'application. Puis, parallèlement à ça, je pourrais me promener et travailler à partir d'un bateau qu'on aura pris le temps dans notre tête de se planifier un voyage parce qu'il faut regarder quand passer, où selon les vents et les marées. Fait que ça va me garder, je pense, mentalement réveillé et physiquement aussi parce qu'il faut qu'on travaille pour faire ça. Il ne faut pas ramer, là, mais il faut quand même travailler quand même assez fort. Fait que moi, mon futur, là, je ne sais pas dans combien de temps, dans combien d'années, mais j'aspire à faire uniquement du travail. Probablement moins d'heures par semaine aussi, mais ce que je veux dire, c'est que focuser juste là-dessus. Fait que comme ça, je peux m'arrêter sur le bord de la route. Ça arrive des fois que un client m'appelle, puis je suis en auto, ben, je vais m'arrêter, je vais me connecter, je vais pitonner. Ben ça, tu peux faire ça de n'importe où. Fait que c'est ça que j'ai envie de faire dans le futur, mais il n'y aura pas d'employé non plus d'inclus là-dedans. Je pense que il faut que ce soit possible avec toutes les ressources qu'il y a. Je suis sûre que tu peux y arriver, puisque ça me fait penser, quand tu me décris l'expérience de navigation, c'est une machine à te forcer à être dans le moment présent. Tu ne peux pas être inquiète de 48 affaires qui n'ont pas rapport avec la navigation. Tu es obligé d'être là physiquement et mentalement. Aussi. Et tu as dit le moment présent et pas d'avance. Ça veut dire que peu importe la planification que tu vas faire, ça se peut qu'ils ne vendent pas dans la direction que c'était prévu.
Fait qu'il faut que tu apprennes à vivre. Tu sais, des fois, Nadine est comptable, hein, fait que les choses sont qualifiées de 1 à 10, puis noir et blanc, puis ça. Mais en bateau, c'est pas de même, ça fonctionne. Tu sais, tu as dit vivre le moment présent, là. T'as beau avoir fait tous les plans de match que tu voulais. Tu sais, quand on l'a ramené ici, là, j'avais checké les cartes, j'avais fait plein de plans de match, puis j'avais 3 villes que je pouvais aller, tu sais, dans le range possible de navigation selon les vents, les bébelles. Finalement, c'est pas là qu'on a été. Là. C'est pas juste mon manque d'expérience, c'est de dire que Colin, ils vendent pas. Tu sais. Fait qu'il faut que tu apprennes à laisser aller, à dire let it, tu sais, laisser aller. Puis ça, c'est quelque chose que je pense qui, quand tu es capable d'accepter, quand tu es capable de ne pas avoir de regrets, puis d'accepter de te laisser aller à ce qui vient, on passe toutes des meilleures journées. Fait que ça fait partie d'une autre raison pourquoi qu'on voulait ça. Avec un auto, tu arrives à un stop, tu clignotes à droite, tu tournes à droite. Avec un bateau, c'est pas de même ça fait. Tu peux pas arrêter où tu veux, tu peux pas tourner où tu veux, puis il faut que tu l'acceptes, tu n'as pas le choix. C'est une bonne pratique. Ah. J'aimerais soulever la question du corps. C'est une question que je pose à tout le monde, mais qui s'applique de façon intéressante à toi parce que tu as déjà eu des pièces de remplacement de bonheur dans la vie. Comment tu vis ça, l'aspect plus physiologique du vieillissement? Hey, méchante question plate. Non. Ça, c'est important pour les plus jeunes qui vont écouter ça. Là. Je trouve qu'on vieillit, puis je me demande si on vieillit plus vite que nos parents. Tu sais, autant physiquement que mentalement. Je me souviens plus des chiffres, mais je suis sûr que ça s'écrit puis ça se trouve, là, comment d'informations qu'on reçoit par jour dans notre tête par rapport à ce que nos grands-parents faisaient. Est-ce que ça l'use notre cerveau? Est-ce qu'on le fait trop travailler? Ah, c'est un muscle qui va s'adapter. Y a-t-il des limites à ça? Je ne sais pas, mais moi, j'ai souvent travaillé dans ma vie avec 2 téléphones sur mes oreilles en même temps puis faire 2 discussions. Est-ce que je me suis brisé? Est-ce que je me suis usé? Fait que ça, c'est le côté mental. Le côté physique aussi, là. Tantôt, je dis j'étais vraiment longtemps à béquille, puis quand tu remarches après, tu l'apprécies, mais quand je me lève le matin, je suis raqué de la veille, là, même si je n'ai rien fait la veille. Il me semble que je suis comme j'étais quand, à 20 ans, j'avais été faire le tour de l'île. Le lendemain matin, ça n'avait pas été facile, mais il me semble que je suis même tous les matins maintenant. Fait que on vieillit, je trouve ça plate. Je pense que je fais... fais-tu plus attention à ma santé qu'avant ou j'en suis plus conscient? Je ne le sais pas, mais j'aspire encore à intégrer des nouvelles choses dans ma vie. Moi, je prends des résolutions des fois chaque année, là, c'est mal dit. C'est le moment de l'année où tu penses à des choses. Puis on dirait, l'année passée, je me dis, tiens, j'apprends un instrument de musique ou j'apprends une langue. Je n'apprendrai pas, là, mais je vais me sensibiliser à l'essayer plus souvent, ma guitare, puis essayer d'écouter des applications d'espagnol ou d'italien. Pourquoi l'italien? Je ne parle pas italien jamais, mais je trouvais que c'était beau. Fait que pendant un certain nombre de mois de l'année, mais quand je prenais une marche, j'écoutais l'italien. Fait que ce que je veux dire, c'est qu'il faut intégrer, j'essaye de penser à intégrer des nouvelles choses dans ma vie à 48 ans. Puis ça fait un petit bout que le yoga me traverse la tête. Je me suis dit, est-ce que ça serait une bonne... je ne sais pas, tu as parlé du corps, fait que j'ai comme envie d'essayer de trouver des façons de m'améliorer là-dessus, mais dans les dernières années, je vais systématiquement à chaque mois voir un ostéo, un masso, un physio. À tous les mois, mes rendez-vous sont pris d'avance. Le mois suivant, je ne prenais pas le temps de faire ça avant et je crois que ça contribue à ce que ça aille mieux dans le futur. Fait que moi j'ai confiance en le fait que de se sensibiliser à ça va compenser pour la surusure qu'on a faite à notre corps, que nos parents ont peut-être fait différemment. Me semble que des fois, je pense à... Bon, j'ai 48 ans. J'essaie de me souvenir quand mon père avait 48 ans, où ce que j'étais, je dis, y avait-tu l'air raqué comme moi le matin, là, lui? Est-ce que... C'est ça. Fait que moi, je pense que je vais être en santé parce que je fais attention. Des fois, la vie nous garoche de quoi d'en face qu'on n'a pas de contrôle dessus, là, mais je pense que tu es meilleur que moi là-dessus, mais je pense que je mange bien. Là. J'ai le même poids depuis les 20 dernières années. Moi, je paye la même affaire depuis 20 ans. Je pense que je suis en forme. Là. Fait que je vais continuer à attendre là-dessus, mais je me rends compte qu'on vieillit. Dans le fond, je me rends compte que le corps est
moins bon qu'il a déjà été. Puis ça, c'est quelque chose qu'on devrait commencer à penser jeune, je pense. C'est peut-être pas normal que j'aurais commencé à faire ça à 48 ans, faire attention, même à 45, mettons, à faire attention à mon corps. Là. Il n'est jamais trop tard. Non, ça c'est sûr. Écoute, tu peux en profiter. Donc, la question préférée de tout le monde, j'ai 2 baguettes magiques pour toi. Il y en a une, puis tu sais, ils sont à usage unique. Il faut que je travaille sur l'empreinte environnementale de mes baguettes magiques, mais tu peux en utiliser une pour changer le monde. Évidemment, il faut que tu choisisses quelque chose dans le monde que tu voudrais changer. Et l'autre pour changer ton monde. Je peux prendre les deux? Faut que je te dise qu'est-ce que je fais avec Tu chacune? prends les deux, c'est ça. OK. Pas obligé de les utiliser les deux, mais ouais. OK. Qu'est-ce que je change avec ma baguette magique pour le monde, puis qu'est-ce que je change avec ma magique pour changer mon monde? C'est ça? Oui. Ça, c'est le genre d'affaire qui aurait mérité plus de réflexion avant, là, mais à frette de même, Colin, le monde, qu'est-ce que je change dans le monde? J'y vais du plus globalement, puis je ne veux pas radoter, là, mais j'ai dit tantôt que j'appréciais beaucoup que j'apprécie ce que j'ai, puis ça, c'est vraiment grâce à ce qu'on s'est fait transmettre. J'aimerais ça, moi, que demain, avec ma baguette pour changer le monde, là, que tout le monde apprécie ce qu'il y a. Je pense que ça règle, je pense qu'automatiquement, ça va débouler dans plein d'autres choses que ça réglerait. Fait que j'ai pas besoin de dire la paix dans le monde, parce que je pense que si tout le monde apprécie leur petit monde à eux autres, ça serait. Fait que si demain, tout le monde pouvait avoir la même chance que moi d'apprécier ce qu'ils ont, autant physiquement que mentalement, que monétairement, ça serait vraiment incroyable. Fait que ça, c'est réglé avec ma première baguette. Ma deuxième baguette pour changer mon monde à moi. Sérieux, pas grand-chose. Tu peux travailler sur ton corps, sur ta maison, sur n'importe quoi, hein, sur ton milieu de vie, ce qui t'entoure. Hey, sérieux, là, demain, je me lève, là, puis j'ai quelque chose que je peux avoir changé. C'est le fun qu'on fasse forward directement au mois d'avril, mai, qu'il n'y ait plus de neige. Quelque chose de simple comme ça. Moi, je serais content là, si demain, là, on est déjà. Tiens, on fait ça. Il n'y a plus d'hiver. Moi, l'hiver, j'aime pas bien ça. Fait que c'est pas très bon, j'imagine, pour plein d'affaires, les sortes de bébites, etc. Mais moi, j'aimerais ça qu'il n'y ait plus d'hiver. Il me semble que je serais bien, ça serait tout le temps l'été. Ça t'a pas tenté de déménager quelque part où il n'y aurait pas d'hiver? Non. C'est bien à Saint-Amand. Non, mais sérieux, y a-tu. En tout cas, non, on ne se lancera pas là-dedans, là, mais moi, je pense qu'on a un des plus beaux pays. Là. On ne se lancera pas dans des histoires de COVID, de complotistes, etc. Mais tabarouette, on est bien ici. Je n'ai pas de défi, moi, vraiment de guerre ou de secousse sismique ou de tremblement de terre comme en Turquie ou de rien. Hein. On est bien. Là. On a des. En tout cas, je m'excuse de ma réponse vraiment à poche, là, mais changer ma vie demain. On va peut-être fast-forwarder un petit peu, puis déjà avoir vendu mes étiquettes de changement d'huile aussi, puis juste faire du coaching. Là, mais. T'es encore pressé? Ouais, je suis encore pressé parce que ça va correspondre à faire quelque chose d'autre de plus fun. Tu sais, enlever. Ma baguette, OK, on recommence. Ma baguette sert à éliminer une tâche plate de la journée, là, c'est ça. C'est expédier mes étiquettes. Puis à la place, si je pouvais juste travailler toujours au téléphone puis parler à mes clients là, sur cette boîte-là. C'est mineur dans mon besoin d'atteindre le bonheur, mettons. C'est merveilleux. Et je te pose ce qui est officiellement la dernière question. Quel héritage souhaiterais-tu laisser? Je ne vais pas dire, je pense souvent à ça, là, mais tu ne veux pas, quand tu travailles à ton compte, il y a un bout mécanique, de compagnie, de gestion, de tout ça. Puis des fois, je me dis, OK, je n'ai pas d'enfant, moi, tu sais, à qui je vais, je vais laisser un actif ou rien de ça. Fait que j'ai pas. C'est une autre réponse vraiment plate que je vais donner, là, mais je ne sais pas. J'ai pas envie d'avoir. Je ressens pas le besoin d'avoir construit quelque chose que les gens vont dire, wow,
c'est Robin Gemme de Saint-Amable qui a fait ça. Tu sais, ça, jamais je pense à ça. J'ai pas d'enfants à qui, tu sais, je parle à des amis, puis ils me disent on ramasse des sous pour nos enfants parce que moi, je travaille puis je trouve pas ça facile. Fait que j'aimerais ça, tu sais, qu'ils aient ça plus facile que moi, là. Fait que des fois, je pense à dire mais qu'on change d'auto, là, je vais donner notre auto à Danaève. Tu vois ça, Danaève, c'est notre petite filleule, la fille à un ami, là. Fait que je me dis, j'ai envie qu'elle ait un problème de moins en se disant pas je vais financer quelque chose. Mais tout de suite après vient dans ma tête le réflexe de c'est vraiment un cadeau que je lui laisse. On dirait que héritage dans ma tête sonne automatiquement monétaire. Matériel. Hein. Matériel. C'est ça mon premier réflexe. Quand tu as dit ça tantôt, quel héritage penses-tu laisser? Puis j'imagine que la réponse pourrait être complètement différente pour d'autres gens. Là. Il y a des chercheurs ou des médecins vont dire j'aimerais ça que les gens se souviennent de moi comme celui qui a inventé les remèdes de quelque chose. Fait que ça serait une version, j'imagine, j'ai pas écouté d'autres réponses, mais j'imagine que ça serait des choses comme ça que les gens pourraient vouloir laisser. Mais moi, dans ma tête, en n'ayant pas d'enfants, avec le métier que je fais, je vois pas ce que je pourrais laisser à la société. Donc, héritage, j'ai envie de donner une chance à d'autres personnes plus jeunes que moi à leur faciliter le travail, à leur faciliter le début de vie. Mais je reviens aussi à l'idée que papa qui disait, t'as pas le choix, l'expérience, faut que tu passes par là, Fait, est-ce que c'est vraiment un service que je vais rendre à quelqu'un qui disait, voici ton cadeau, tu peux t'acheter ta première maison, ça te coûte pas une scène. Puis là, ça va débouler parce que là, à cause qu'elle n'a pas besoin de travailler pour payer sa maison, ben, crème, elle n'ira pas travailler à son travail, puis elle va nuire à son employeur. Fait, non, mais c'est ça pareil. Tu sais, j'ai eu un mécanicien, Pierre, il avait 60 et quelques années, Pierre. Pierre, là, si je disais, écoute, on enroche en fin de semaine, Pierre, il mettait sa ceinture, puis il rentrait, puis il posait jamais de questions. T'sais. Pierre, il pouvait faire 30 heures par semaine parce qu'il aimait ça aller faire de la moto, mais s'il y avait de l'ouvrage pour 60, il faisait les 60 heures. Et Pierre, il est décédé un jour. Je ne pouvais pas remplacer Pierre par un autre mécanicien. Là. Ça en prenait 2. Pourquoi? Parce que il était travaillant, tout ça. Fait qu'est-ce que c'était une bonne ajout à la société? C'est du bon. Fait que si le futur, les jeunes de demain n'ont pas besoin de travailler, ça me fait peur. C'est des choses que je pense des fois parce que moi, j'aurais pas personne pour venir. S'il n'y a plus d'infirmière, mais que moi, je sois vieux, qu'est-ce qui va se passer? Fait que on va dire ça comme ça. Là, moi, le transfert des richesses me fait peur un peu. Ça questionne sur qui va travailler, qui va s'occuper de tout le monde, qu'est-ce qu'on va avoir pour ça. Fait que donc, l'héritage que je veux laisser, je me questionne si je le laisse à mes petits neveux, nièces, filleuls, ou si je le donne à un hôpital, je ne sais pas trop quoi. Tiens, ça ne va pas faire un statut. Je vais faire comme ma tante Carmen, puis je donner des dons à des hôpitaux, à des organismes de bienfaisance. Mais c'est ça. Fait que moi, l'héritage que j'espère laisser, c'est faciliter la vie des gens, de quelqu'un, mais pas trop facile. Pas trop facile, ouais, c'est ça. Qui peut s'apprécier même qu'est-ce que. Un bel héritage à laisser, ça serait de transmettre des bonnes valeurs, justement. Fait que ça, c'est des parents, il faut qu'ils fassent ça comme nous, on a eu la chance d'avoir. Là. Merci, mon frère, pour ce moment très spécial et merci à vous tous d'avoir passé cette heure avec nous. Pour réagir à ce 24e épisode de La Quarantaine, visitez-moi sur Instagram, laquarantaine.balado ou écrivez-moi à bonjour@laquarantaine-balado.com. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de revenir la semaine prochaine pour une autre conversation.